Eh bien, bonsoir. Bonsoir. Alors, pour commencer, avec Michel, nous tenons à vous remercier, vraiment du fond du cœur, parce que par votre présence, par votre écoute, par vos partages aussi, vos aides, qu'elles soient financières, qu'elles soient matérielles, eh bien, ça permet à ce que tout ce travail de groupe se fasse. C'est grâce à ça que ça peut se mettre en place, et pour ça, on vous remercie vraiment. Donc voilà. Et j'en profite aussi pour vous dire que nous commençons un nouvel atelier, un nouvel groupe de travail en janvier, donc 2022. Donc pour ceux qui souhaitent approfondir les thèmes de travail abordés durant ces conférences. Donc c'est une journée par mois et vous aurez donc toutes les informations sur le site internet psychosophie.net. Donc n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Bon, alors ce soir, avec les énergies balance, on rentre dans le dernier temps du cycle annuel. Cette année, on a développé, on a abordé les propositions énergétiques et psychologiques des signes de début de saison qu'on nomme la croix cardinale, les signes de la croix cardinale. En hiver, avec le Capricorne, ça nous a ouvert la porte de la grande vie une, si vous vous souvenez. On a parlé du souffle de vie une, qui pousse tout en avant et vers le haut. Et plus on s'ouvrait à ce souffle de la vie une, plus justement on pouvait développer la confiance en la vie, qui était le titre de la conférence. Et plus cette confiance en la vie se développait, et bien, plus le sens des responsabilités aussi en parallèle se développait. Et on a vu que la responsabilité, c'était la capacité à apporter des réponses aux problèmes de l'humain, parce que le Capricorne nous enseigne que nul homme ne vit fondamentalement pour lui-même. C'est-à-dire que plus l'homme se développe, plus l'homme s'ouvre à cette grande vie, et bien plus il a des responsabilités par rapport aux autres, par rapport à l'humain, par rapport aux problèmes du monde. Et non pas par culpabilité, mais par amour, qui est une des caractéristiques principales justement des maîtres de sagesse dont on avait parlé dans ce signe de Capricorne. Et puis, nous avait parlé on avait ouvert aussi la porte du mental qui était nécessaire, la maîtrise mentale pour développer cette responsabilité, que nous avons bien plus commencé à creuser en bélier, donc avec la conférence du printemps. On est vraiment rentré dans le vif du mental, si j'allais dire, et on a vu combien l'importance pour développer le mental du silence. Et dans un premier temps, le silence pour faire silence sur quoi? Sur nos opinions personnelles, pour pouvoir justement rejoindre, orienter notre mental sensible, justement dans les valeurs de l'âme, et notamment dans les pensées, apprendre à reconnaître les valeurs qu'il y a, les idées qu'il y a dans les grands penseurs, dans les courants de pensée, les idées qui commencent à s'incarner. Plus on reconnaît les pensées qu'il y a dans le courant du mental de tous les penseurs, et bien plus on les aide à se développer et à descendre. Comme un nuage de pluie, des choses qui descendraient. Et puis on a vu aussi combien on pouvait pousser le mental à un cran plus haut et écouter la voix du silence et là s'orienter vers ce qu'on appelait les lois de l'âme. Parce qu'on a vu que le plan planétaire s'exprimait à travers des lois et les lois s'expriment à travers des idées. Et c'est ces idées-là que l'on peut commencer à capter ensemble si on offre une plaque sensible, qui était notre mental, pour capter, décoder ces lois, les transformer en idées et en valeurs justement globales. Donc c'était tout le travail du bélier au printemps. Et puis avec le cancer en été, à accueillir l'avenir, eh bien on a vu l'importance de se tourner vers l'avenir, de tenir, on a approfondi encore cette notion de mental, et vraiment on a mis, parce que vraiment la croix cardinale nous parle de l'importance du mental, c'est pour ça qu'on a mis l'accent dans toutes ces conférences là-dessus, et la nécessité de tenir fermement justement toute sa sensibilité et son mental, les deux, vers l'avenir. Et pour que ça soit, pour accueillir l'avenir, et on a vu combien l'avenir, c'était le présent de l'âme. Et pour que ce présent de l'âme se vive au présent, il fallait
tourner et se fondre dans cet avenir-là. Sinon, c'était tout le passé qu'on laissait remonter justement au présent et tous les fonds marins, les vieilles mémoires qui venaient nous abreuver et qu'on laissait remonter. Donc on avait vu d'où l'importance de construire une forme pensée, on avait vu, de soi-même et de soi-même aussi en tant qu'humanité, avec des matériaux lumineux qu'on avait appelés le bien, le beau et le vrai, qui sont les qualités fondamentales de l'âme. Voilà un peu les gros thèmes que l'on a développés dans ces conférences. Donc si un thème vous parle, n'hésitez pas à vous référer à ces conférences donc, qui sont téléchargeables. Et puis, donc ce soir, aujourd'hui, avec le signe de la balance, donc en automne, avec la conférence de haut en bas, la balance nous dit quoi? Elle nous dit trois choses. Elle nous dit, c'est par la loi d'économie, ou la loi qu'on appelle de juste équilibre, qu'elle va arriver, que la vie, en fait, maintient des justes relations entre et à travers tout ce qui existe. Donc c'est par la loi des justes équilibres, ou la loi d'économie, que la vie maintient des justes relations avec tout ce qui existe. La deuxième chose qu'elle nous dit, c'est que l'humain a la possibilité de s'inspirer de cette loi de juste équilibre, de cette loi d'économie, pour créer des relations justes sur la Terre. Et la troisième chose qu'elle nous dit, c'est que pour faire cela, eh ben, l'humain, on doit apprendre à faire des justes choix et de développer ce qu'on appelle une échelle des valeurs que l'on va voir. Alors comme la balance, c'est le signe opposé du bélier, et qu'en bélier, on a vu que le plan s'exprimait par rapport à des lois, et bien, la balance a un rapport justement avec la loi, et notamment la loi d'économie. Elle nous met justement en relation avec la loi d'économie qui est en relation avec la troisième qualité divine, qui est la qualité d'intelligence globale, intelligence créatrice globale. Et quand je vous disais loi d'économie, loi de juste équilibre, c'est intéressant parce que le signe de la balance, le symbole de la balance, eh bien, c'est justement pour le coup une balance. Avec, alors pas les balances modernes numériques, hein, les anciennes balances avec les deux plateaux. Et on peut voir combien une balance, justement, il y a vraiment un équilibre qui se joue. Surtout avant, hein, on met d'un côté 3 sacs de riz, 2 verres d'eau, un sac de ciment, peu importe. Et de l'autre côté, on avait des poids étalonnés. Et puis on cherchait justement le juste équilibre pour savoir entre les deux et mesurer le poids. Donc la balance cherche le juste équilibre. Donc c'est un mot-clé de ce signe. Donc la loi d'économie, qu'est-ce que c'est? Alors fondamentalement, là quand on parle de loi, c'est au niveau, je vous le rappelle, une loi, c'est ce qu'impose un organisme à l'ensemble de ses parties. Et là quand on parle de loi globale, c'est une énergie, une intention qu'impose l'ensemble, on va dire, de l'univers ou l'ensemble de la planète à l'ensemble de ses parties, à tout l'organisme. Et qu'est-ce que c'est que cette loi d'économie? Eh bien, en fait, c'est une loi qui ajuste tous les rapports entre l'esprit et la matière pour que le plan divin, pour que l'union justement de cet esprit et de cette matière partout dans l'univers puisse s'opérer de la manière la plus adaptée avec le minimum de perte d'énergie et le minimum de temps. En fait, chaque parcelle, on va dire, chaque unité de temps, chaque unité d'espace est employée, est ajustée pour que l'esprit et la matière s'unissent le plus économiquement, le plus intelligemment possible, avec le minimum de perte d'énergie. Donc c'est vraiment ça cherche à équilibrer tout, ça cherche à être efficace, économe, pour que vraiment l'esprit et la matière s'unissent au mieux et au plus vite, sans perte de temps, sans perte d'espace, sans perte d'énergie. Donc c'est économe. L'âme, qui est l'intermédiaire entre l'esprit et la matière, en fait c'est pareil, ça fonctionne comme ça, et elle va créer
des multitudes de formes, des formes parfaitement adaptées à l'âme qui habite ces formes. Elle va créer des formes qui sont parfaitement adaptées. Adaptées à quoi? À l'âme. Mais pourquoi? Pour que les formes puissent exprimer le maximum d'âme possible. Donc que ce soit des formes microscopiques, des atomes, une limace, un caillou, ou des formes macrocosmiques comme un système solaire ou des galaxies, en fait, l'âme qui a derrière crée la forme parfaite pour qu'elle soit en mesure d'exprimer le maximum d'âme possible. Donc elle cherche toujours à ajuster, à chercher l'équilibre le plus juste possible pour que justement l'esprit et la matière s'unissent à travers l'âme au sein de ces formes. Et ça se passe de partout, tout le temps. C'est ça la loi vraiment d'économie. Donc c'est gigantesque. Et ça impose, quand je vous dis que c'est une loi, c'est une énergie qui s'impose à l'ensemble de l'organisme, ça s'impose comme ça de partout. Par exemple, voilà, on va dire que la forme d'un maître de sagesse, donc la forme, c'est-à-dire la forme physique, émotionnelle et mentale, je rappelle toujours que les formes sont ces trois ordres, et ben, c'est parfaitement adapté à la conscience d'un maître, comme la forme d'un système solaire à la conscience, ou comme la forme d'un ver de terre est adaptée à la conscience du ver de terre. Et ça ne serait pas du tout, j'allais dire, économique, dans le sens efficace, ce ne serait pas du tout intelligent, ça ne serait pas du tout le bon rapport si, par exemple, la conscience d'un ver de terre se retrouvait avec une forme d'un système solaire, ou la conscience d'un maître de sagesse serait coincée dans un sapin. Et il n'y aurait pas du tout de mental pour aider l'humanité, pour capter les lois, pour faire tout le travail qu'il a à faire. Donc, voilà, l'efficacité cherche à adapter, à équilibrer tout ce rapport comme ça entre l'âme et les formes, partout. Et comme on le disait, heureusement que Dieu ne joue pas au dé et qu'il préfère l'économie au jeu, parce que je ne sais pas vous, mais moi j'aimerais pas me retrouver demain dans un corps de champignons avec l'état de conscience que j'ai. Et donc c'est vraiment ce juste équilibre-là. Et concernant le temps, je vous parlais, il règle chaque espace, chaque parcelle de temps et d'espace. Concernant le temps, c'est intéressant, c'est que tout est fait à temps. Tout est fait au juste temps, c'est-à-dire c'est ni trop tôt ni trop tard. C'est toujours le bon temps, le bon timing. C'est pour ça que certains ont appelé l'univers le grand horloger qui est millimétré. On va dire chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque journée, chaque millénaire, chaque année est parfaitement ajusté et utilisé correctement pour ce grand plan d'union esprit-matière. Donc tout est parfaitement le temps comme ça. C'est ce qui a donné la loi des cycles, la loi du rythme, qui est une sous-loi de la loi d'économie. C'est-à-dire que chaque temps d'un cycle est fondamental. On le voit bien, nous, sur Terre, le cycle des saisons, par exemple, le cycle menstruel chez les femmes, qui a un rôle, et chaque temps a un rôle important. Chaque cycle, même dans le cycle de l'eau, le cycle de la respiration, chaque temps est important. Même pour la croissance de n'importe quel être, d'un fœtus, d'une plante, le cycle et chaque temps sont fondamentaux. Même la mort, c'est simplement un temps tout à fait ajusté, tout à fait adapté, qui d'ailleurs ouvre un espace au prochain temps. C'est qu'un temps qui ouvre un espace au prochain temps, la mort. Souvent, on a l'impression que nous, les morts, c'est injuste, que ça arrive trop tôt ou trop tard. Quand un enfant mort trop tôt, un vieillard qui aurait envie de partir, pourquoi il n'est pas mort avant? On se pose comme question. Mais ça, c'est notre vision parcellaire. Parce qu'au niveau des formes, oui, on aimerait personnellement que ça s'arrête mieux avant ou après. Mais au niveau de cette loi d'ensemble, qui a une gestion globale de la vie, c'est beaucoup plus intelligent. Et peut-être nous, on ne sait pas encore pourquoi, que telle personne parte avant telle autre. Parce qu'il y a une grande loi et c'est apparemment beaucoup plus intelligent pour le travail de conscience. D'ailleurs, on le voit, quand des fois un enfant meurt, ça fait bouger des consciences autour, dans la famille. Quand une personne reste, ça fait bouger la conscience à d'autres niveaux, donc, dont on n'a pas forcément au début pris conscience. Et puis au niveau de l'espace aussi,
quand je disais l'espace et le temps est vraiment ajusté, l'espace, c'est énorme. C'est-à-dire que tout est... Il n'y a pas de gaspillage d'espace, comme il n'y a pas de gaspillage de temps. C'est-à-dire que rien n'empiète sur les uns sur les autres. Chaque forme a l'espace qu'il lui faut pour se développer, et la conscience peut se développer à l'intérieur de cela. Et c'est un peu comme dans le corps humain. On voit que c'est un univers à lui tout seul, le corps humain, avec les milliards de cellules, tous les tissus, les organes, tout ça. Et ben, tout a le juste espace. On n'a pas l'estomac qui déborde dans les poumons, on n'a pas un muscle qui déborde complètement sur les autres. Tout est parfaitement ajusté, tout est parfaitement coordonné. Et même lorsque ces organes grandissent, je parle d'un organe, au début ils sont tout petits, mais même s'ils grandissent tous, tout se réajuste constamment, tout s'équilibre les choses les unes par rapport aux autres. Cette loi d'économie, elle équilibre l'espace entre tout. Mais pareil au niveau du système solaire, pourtant vous savez qu'en astronomie, on sait que les étoiles, elles grandissent, elles prennent un espace énorme. On pourrait dire, ça va prendre l'espace d'autres étoiles. Mais non, c'est-à-dire que l'ensemble de l'espace s'adapte les unes aux autres de la même manière. C'est gigantesque. Et surtout, c'est très efficace. C'est pour ça qu'il y en a qui ont donné le nom aussi à l'univers du grand architecte, les architectes qui justement gèrent l'espace d'une manière normalement parfaite. On peut donc dire que, on va dire, la loi d'économie, ou la vie, on pourrait dire qu'elle a le compas dans l'œil et puis le rythme dans la peau. Toutes les expressions qu'on peut avoir quand on a vraiment cette notion de rythme et d'espace. Alors, si c'est... on peut quand même se poser la question, ok, tu me dis que ça s'adapte, les choses, il y a cet équilibre, les unes par rapport aux autres, mais comment ça fonctionne pour que, j'allais dire que l'ensemble, on peut bien comprendre qu'une chose s'adapte par rapport à une autre, mais que tout, en fait, s'adapte par rapport à tout le temps. Parce que c'est comme une sorte d'équilibre dynamique, tout bouge constamment, tout évolue, et pourtant, ça s'adapte de manière uniforme partout. Pas uniforme, mais universelle. Comment ça se fait? Comment c'est possible? Eh bien, pour ça, il faut bien comprendre que la loi d'économie, elle ne fonctionne pas seule. La loi d'économie, elle est au service d'un plan d'ensemble. Et elle agit surtout en tant qu'ensemble, pour l'ensemble. Fondamentalement, c'est la vie ou l'âme une, l'âme de l'univers ou l'âme de la planète, en fait, l'âme fondamentalement est ensemble. L'âme se vit comme un tout, comme une grande famille. Elle se vit comme une unité, elle se vit comme un système. C'est un état d'être systémique qui inclut toute chose. Et à partir de là, en fait, c'est pas une relation, là, pas une relation particulière, c'est pas une série ou une addition d'ajustements, de petits ajustements parcellaires, qui fait que les choses, comme par magie, s'ajustent après les unes par rapport aux autres. Non, c'est vraiment avant tout une unité, une relation de groupe à groupe. C'est-à-dire que c'est un état de conscience d'ensemble. C'est pour ça qu'elle respecte la loi d'amour, elle est en lien, la loi d'économie, avec la loi d'amour, d'unité, parce que c'est un état d'être d'ensemble qui fait que chaque partie est inclue dans ce tout et s'adapte automatiquement parce qu'il y a une prise en compte de tout en même temps. Et ça paraît un peu difficile à comprendre du point de vue de la personnalité parce que nous, on a toujours la fâcheuse tendance, en fait, d'ajuster partie par partie et souvent, on ne comprend pas pourquoi ça ne fonctionne pas. On va y revenir. Mais pour donner un peu un exemple qui peut aider, et qui vient d'ailleurs même de l'étymologie même de la loi de l'économie, économie, ça veut dire gestion de la maison, gestion de la maisonnée. La maisonnée, à l'époque, c'est ce qu'on appelait ceux qui vivaient sous le même toit, donc c'est une famille. Et en fait, c'était la bonne gestion, donc l'économie, de l'ensemble de la famille. La gestion des biens, de l'énergie, des activités, des choses. Et il y a bonne gestion d'une famille, et ça, on le sait bien, justement, quand
on se sent un avec cette famille, quand on prend en compte l'ensemble de la famille, j'allais dire presque en même temps que les parties. Mais c'est d'abord une prise, on se sent un, on se sent famille, et du coup, ben, l'énergie, l'argent, les activités s'adaptent à chacun en toute équité. Si par exemple on fait de partie à partie, si on ne se considère pas comme un, puis où on se dit bah, d'abord moi je vais faire, j'ai trouvé mon équilibre à moi. Selon mes besoins, ben, moi je vais faire ce que j'ai à faire, je vais prendre l'argent que j'ai besoin, et puis quand il reste un petit peu, ben, je m'occupe de l'autre, mais et après il n'y en aura plus assez pour les autres du coup si c'est une grande famille. Ça ne peut pas marcher comme ça. Ça marche si avant tout on se considère comme un tout, et là ben voilà, les choses se répartissent équitablement entre chaque membre. C'est pareil au niveau de la vie, c'est cette relation du coup à partir du global. Donc ça c'est intéressant donc, parce que c'est justement la clé, ce qu'on appelle justement des justes relations. Les justes relations entre tout et à travers tout se fait parce qu'il y a cette loi d'économie qui travaille en tant qu'état d'être d'ensemble pour l'ensemble. Donc là, on a éclairci un petit peu le premier point dont nous parlait la balance, comme quoi la vie établissait de justes relations par la loi des justes équilibres, par la loi de l'économie. Mais quid du deuxième point, qui est que l'homme doit s'inspirer de cela pour les justes relations sur Terre. Mais du coup, l'humain en est où par rapport à ces relations? Est-ce qu'il s'inspire de cette loi d'économie? Est-ce qu'il vit ces justes relations justement partout sur la planète? Pour ça, ben, c'est intéressant de voir l'état des lieux, entre guillemets, à partir de 3 domaines qui sont d'ailleurs les 3 correspondances des qualités de l'âme, à savoir la loi, qui est la correspondance du plan, la sexualité, le sexe, qui est la correspondance de l'amour, loi des polarités, unité, sexualité, c'est la même racine, et puis l'argent, qui est en lien avec la 3e qualité d'intelligence créatrice et de lumière. Donc, c'est, on va dire, les qualités terrestres de ces grandes énergies. Voyons voir si justement elles sont ajustées, si il y a des justes relations dans ces 3 domaines, et on verra si c'est justement adapté. Mais il n'y a pas, j'allais dire, on ne va pas y rester longtemps, quelque part c'est assez vite fait. Au niveau, prenons au niveau du sexe, parce que quand même, le sexe, je dis, c'est la notion de la relation. On pense toujours au côté physique, c'est une réalité, mais il y a la sexualité, ce qu'on appelle émotionnelle, les relations émotionnelles, et puis les relations mentales entre les gens. Et on voit bien les problèmes, tous les problèmes de relations qu'il y a dans la société, au niveau du 4e règne, qui sont absolument gigantesques, qu'on appelle les problèmes du coup de sexe. Mais même au niveau de la sexualité physique, on voit tous les problèmes que l'humanité a, que ce soit la sexualité débridée, forcée, non consentie, que ce soit par tradition ou par émotionnel débordant, tous les maladies, qu'elles soient physiques ou psychiques, qui naissent justement de ces relations sexuelles inadaptées, donc qui ravagent l'ensemble, en tout cas une bonne partie de l'humanité. C'est absolument énorme, aussi bien entre adultes qu'adultes par rapport aux enfants. C'est pas du tout de justes relations actuellement dans la société. Au niveau de la loi, justice, loi est très reliée justement, je vous disais, à la notion du rayon 1, du plan et du pouvoir. On voit tous les problèmes, et la justice en est remplie, qui traitent des affaires d'abus de pouvoir. D'abus de pouvoir, ça peut être des parents par rapport aux enfants, des hommes sur les femmes, tous les abus de pouvoir, même des pays riches sur les pays pauvres, tous les abus de pouvoir en tout genre, en fait, qui a lieu, qui a cours dans l'humanité, c'est absolument énorme. Et ça a donné même toute la corruption qu'il y a par rapport à ça, et puis l'imposition, ça a donné naissance aussi au colonialisme, qui a donné aussi toute la domination de l'humain sur les règnes, les règnes minéraux, végétaux, animaux, qui sont pris comme ça juste pour des biens de consommation. Donc il y a un abus de pouvoir au niveau planétaire et comme ça interrègne.
Et pareil, au niveau donc, de l'argent, là pareil, je ne vous fais pas un dessin, c'est assez rapide, tous les problèmes d'argent, même déjà entre familles, les uns par rapport aux autres, tous les problèmes entre les riches et les pauvres, les écarts monstrueux qu'il y a, les gaspillages, les milliards, si on savait, si on comptabilisait les milliards chaque année qui sont engloutis dans l'alcool, c'est énorme, dans le sexe, dans le luxe, tous les armes de destruction massive, tous les gadgets sans intérêt, complètement inutiles. C'est énorme, c'est des milliards de milliards chaque année, alors que certains n'ont même pas de quoi se nourrir. Donc on voit que tout ça, c'est un tableau qui nous montre que la loi d'économie, la loi de juste relation, de juste rapport dans le quatrième règne, c'est pas encore tout à fait ça. Bon, heureusement, l'histoire ne s'arrête pas là. Mais c'est quand même un état de fait et c'est intéressant de pouvoir regarder clairement aussi ce qui se passe aussi dans nos vies. Parce qu'à l'échelle aussi individuelle, chacun peut faire le diagnostic de soi-même et où on en est par rapport à l'argent. Est-ce qu'on a eu des problèmes d'argent, est-ce qu'on a des problèmes d'argent, quelle est notre relation à l'argent, aux lois et puis au sexe, à la sexualité physique, à la sexualité, à nos relations émotionnelles ou mentales avec les autres, avec les règnes. Donc voilà, c'est aussi en octave une correspondance. Et on peut dire que, en fait, plus l'humanité en fait involue dans l'involution et construit son moi, sa personnalité, ben il y a on va dire un déséquilibre qui s'installe entre justement l'âme et les formes, entre les valeurs justement de l'âme et les valeurs individuelles. Parce que si tous ces injustes relations qu'on a vues, eh ben, ils sont bien le fruit on va dire, des valeurs individuelles. Quand je dis valeurs individuelles, c'est-à-dire c'est l'ensemble de nos désirs. C'est tous nos intérêts personnels, égoïstes, tout le retour sur le moi, tout ce qui fait qu'on pense qu'à soi. Et c'est le poids de ces valeurs-là qui pèse pas lourd dans la balance par rapport au poids des valeurs d'âme, des valeurs d'ensemble, qui justement sont de l'ordre de la coopération, du partage, des justes relations et de l'ouverture. On pourrait dire que sur le plateau de la balance, dans l'involution, la balance, si je fais la balance comme ça, penche clairement du côté des valeurs, je mets un i, des valeurs individuelles, et que les valeurs d'ensemble de l'âme ne pèsent pas lourd du tout. Et plus on évolue, plus on construit notre personnalité, qui est une étape, encore une fois, je le dis, absolument nécessaire dans le processus d'évolution, et par contre, ça va vers des relations pas justes du tout. Donc là, l'équilibre n'est pas tout à fait adapté. Alors, quand je dis il y a un déséquilibre entre les valeurs justement de l'âme et les valeurs individuelles, les valeurs d'ensemble et les valeurs individuelles, mais en fait, il y a bien, ça correspond à un autre type d'équilibre, on pourrait le dessiner un peu autrement, il y a un équilibre entre les valeurs, on va dire, il n'y a pas un équilibre entre les valeurs de la personnalité, les valeurs individuelles et les formes. Autant il n'y a pas d'équilibre entre les valeurs de l'âme et les formes, le monde qui est construit, physique, émotionnel et mental, mais il y a un équilibre entre, ça c'est égal, on pourrait dire, à un équilibre entre la personnalité et les formes de vie qu'on met en place. C'est un peu la même chose, c'est simplement d'un autre degré. En fait, on s'est construit un petit équilibre en évoluant entre nos désirs et notre vie. Mais c'est un gros déséquilibre entre les valeurs de l'âme et le monde des formes qui devrait être donc de juste relation. On va dire que plus justement on évolue, plus on descend comme ça vers la personnalité, vers la construction du moi, et bien plus l'économie
globale, la loi des justes rapports globaux qu'on avait vus, des justes équilibres, va se déformer en une petite loi d'économie personnelle. Du coup, il va y avoir, ce que je disais, d'où ça, des justes rapports. C'est là justement les justes rapports entre les valeurs de la personnalité et les formes. Là, il y a des justes rapports. C'est une loi d'économie, et d'ailleurs même le temps, l'énergie, l'argent, l'espace et le temps vont être utilisés de manière intelligente, ajustés, adaptés, comme on disait, avec le minimum de pertes, de temps, tout ça. Mais pourquoi? Pas pour le plan d'ensemble, pour les plans personnels. Et c'est là que vraiment l'économie avec un grand E va se transformer au niveau individuel, va se déformer en une économie avec un petit E. Tout va être parfaitement ajusté pour répondre à notre plan personnel de vie et à nos désirs, ce qui amène justement les relations qui ne sont pas justes. C'est là d'ailleurs que, petite parenthèse, on peut comprendre pourquoi, tout à l'heure, si vous êtes peut-être posé la question, quand on évoquait cette loi d'économie, oui, on peut la sentir bien partout au niveau des règnes supérieurs, même des règnes infra-humains, subhumains. On sent bien tout ça, ce déséquilibre, mais c'est vrai qu'on peut-être, vous vous êtes posé la question, pour l'humain, pas trop. On ne voyait peut-être pas tellement. Mais ce schéma explique bien ce sablier avec en haut, on va dire, les règnes surhumains, 5e, 6e, 7e règne et plus, et puis en bas les règnes subhumains, minéral, végétal, animal. Et bien là, on va dire que la loi d'économie, elle fonctionne avec un grand E. Pourquoi? Parce que là, il y a une conscience d'ensemble, il y a une conscience qu'on disait globale, qui se vit comme un, qui se vit comme une unité, comme une maisonnée. Il y a une gestion comme ça de cet ordre-là. Alors là, au niveau des règnes entre guillemets inférieurs, c'est instinctif, c'est pas conscient, et dans les règnes supérieurs, c'est pleinement conscient. Mais il y a cette conscience collective. Alors que au niveau justement individuel, plus on se rapporte du 4e règne, et ben plus c'est une économie avec un petit E. Là, il y a bien un système d'équilibre, mais entre la personnalité et les formes. Et là, c'est vraiment entre l'âme et les formes. Je dessine pour plus de clarté quand même. Là, il y a un équilibre entre l'âme et les formes. Et ici, on pourrait dire qu'il y a un équilibre entre la personnalité et les formes. Bon. Alors ça, c'est au niveau du coup de l'involution, mais on sait que ça va remonter. On parle de courbe d'involution et d'évolution, mais comment ça marche? Qu'est-ce qui va faire que ça va se rééquilibrer, que la balance va pencher beaucoup plus sur les valeurs de l'âme? Comment ça va se passer? Comment ça va changer cela? En fait, c'est grâce à deux choses qui sont très reliées l'une à l'autre, qu'on appelle la loi du karma et le choix. Alors, c'est intéressant parce que la loi du karma, on va dire, c'est le petit frère de la loi d'économie. C'est ce qui va permettre d'ajuster les situations, les circonstances que nous on appelle souvent des problèmes ou des crises, donc dans un espace-temps et parfaitement ajusté à chaque personne, à chaque situation, pour retrouver justement un équilibre. Ça a vraiment un effet, ça n'a pas du tout un effet punitif comme on croit, ça c'est vraiment une vision très enfantine et manichéenne de la loi du karma, c'est vraiment une intention et un effet beaucoup plus, j'allais dire, éducatif, bienveillant, équilibrant. Je vous vends pas une crème de soin, hein, mais c'est vraiment la loi du karma qui fonctionne de cette manière-là. Donc c'est vraiment un côté comme ça qui cherche à équilibrer, à remettre un nouvel équilibre là où il y avait le déséquilibre entre l'âme et les valeurs de l'âme et les valeurs individuelles. Ou on pourrait le dire à l'autre manière, elle va chercher à rompre l'équilibre qu'on avait établi, qu'on s'était établi entre nos valeurs individuelles et les formes, entre la personnalité et les formes. Le karma va chercher à rompre cet équilibre-là pour nous amener à un nouvel équilibre. Donc c'est intéressant de percevoir cette loi du karma en termes comme ça de remise en équilibre des choses.
Et c'est ça qui va faire que, grâce, on va dire, au Père Karma, c'est pas le Père Noël, sans vouloir le personnifier, eh ben on va pouvoir, tout doucement, ça va nous rééquilibrer, on va pouvoir, la balance va tout doucement se mettre à pencher sur les valeurs donc d'ensemble, les valeurs de l'âme, par rapport aux valeurs individuelles. Et donc ceci par rapport, grâce souvent aux problèmes que j'étais, et aux crises. C'est intéressant parce que crise, ça vient, même crise, catastrophe, apocalypse, tous ces des mots qui sont un peu synonymes, et bien, ça n'a pas forcément le sens qu'on pense au départ. Ça a un double sens. Par exemple, catastrophe, ça veut dire dénouement. La fin de quelque chose, fin, dénouement. C'est-à-dire quelque chose qui va se dénouer, un nœud qui va s'enlever. C'est la fin de quelque chose pour partir sur autre chose. Ça a pris la connotation de dramatique, parce qu'au XVIe siècle, XVI et XVIIe siècle, dans les pièces de théâtre, les dénouements des pièces de théâtre étaient systématiquement dramatiques. Et donc ça a pris la connotation catastrophe de dramatique. Mais ça ne veut pas dire ça. Une catastrophe, c'est quelque chose un événement qui va faire qu'il y a quelque chose qui va se dénouer. C'est intéressant. Au niveau même, le mot apocalypse, quel summum, l'apocalypse, hein, selon Saint Jean, apocalypse, ça veut dire lever le voile, révéler la racine même. C'est-à-dire que derrière la situation apocalyptique, il y a quelque chose qui est en train de se révéler. Il y a un voile qui est en train de se lever. Donc c'est complètement une toute autre connotation. C'est comme si ça venait peut-être rééquilibrer quelque chose qui était déséquilibré. Pareil, le mot crise. Le mot crise, ça vient du grec krisis, qui veut dire juger, discerner. Faire, du coup, qui vient en notion de faire le choix. D'ailleurs, même en chinois, il y a deux idéogrammes pour le même mot crise. Un qui veut dire danger et l'autre qui veut dire opportunité. Intéressant. C'est-à-dire qu'on a l'opportunité de faire un choix. On a l'opportunité de rééquilibrer. C'est comme si par les crises, la loi du karma nous offrait le choix, le libre arbitre, de rééquilibrer nos vies vers les valeurs de l'âme, vers les valeurs que la conscience nous dicte. Donc c'est intéressant de prendre, quand je vous disais le Père Karma, par rapport au Père Noël, c'est comme des cadeaux. Chaque crise, chaque catastrophe, ce que nous on appelle catastrophe, c'est des opportunités, des cadeaux pour pouvoir rééquilibrer sa vie vers des valeurs plus justes, plus vraies, plus belles, plus bonnes pour tous. Et ça, par contre, c'est intéressant de se dire « Ah ouais, ok, super ». Mais il faut bien prendre conscience qu'en fonction d'où on se trouve sur la courbe d'involution-évolution, eh ben, ça va pas être forcément les crises vont pas être les pourvoyeurs des mêmes opportunités, ils vont pas demander de faire le même choix pour chacun, parce que quelqu'un qui en est en involution, qui est en train de passer de la conscience de masse, la conscience de dépendance à la conscience individuelle, les crises qu'il va rencontrer, eh ben, ça va être des crises pour faire le choix et d'aller de plus en plus vers le moi, vers les valeurs individuelles. Ça va rompre l'équilibre qu'il avait entre ses valeurs traditionnelles, ancestrales, et puis ses formes de vie, pour rééquilibrer et d'aller un peu plus dans le sens de l'évolution de cette vie qui pousse de partout. Alors que d'autres, et si vous êtes là, c'est ce qui nous concerne, et une grande partie aussi de l'humanité, et même l'humanité prise comme un tout, qui elle-même se situe dans tout début de la courbe d'évolution, et bien les choix qu'elle commence à avoir à travers les crises qui lui sont proposées, et bien c'est des choix de valeurs d'ensemble. Et on dit même que c'est important de bien comprendre, tout aidant, tout guérisseur, tout thérapeute, tout psychologue ne peut pas être un bon guérisseur s'il ne diagnostique pas l'état de conscience où se trouvent les personnes qu'il veut aider. Parce que si nous, on en est là, et que nos choix, on comprend que c'est aller vers plus de fraternité, d'ouverture, mais tu veux aider quelqu'un qui en est là. Son truc, lui, c'est pas ça. Son truc, c'est de s'individualiser, de développer un peu ses désirs, de dire, mais moi, c'est ça, c'est quoi tes désirs personnels à toi? Il faut savoir, et si par contre tu es là, puis tu es thérapeute, et puis il y a quelqu'un qui est comme ça, qui vient te voir, qui lui a un autre chemin, et sur la courbe de l'évolution, puis tu lui dis, il faut que tu t'individualises, il faut que tu saches ce que tu veux faire, il faut... en fait, tu transposes chez l'autre là où tu en es toi, mais tu ne fais pas un diagnostic global. Donc tu ne peux pas aider vraiment quelqu'un si tu ne fais pas un diagnostic
de conscience fondamentale. Par rapport aussi au karma, il y a quelque chose qu'on peut aussi dire par rapport à ces propositions, c'est que, je parle de crise, de catastrophe, ça paraît un peu gros, c'est fort, mais elles ne viennent pas comme ça toutes seules d'un coup, elles ne viennent pas comme ça par hasard. En fait, c'est la succession de petites crises, de petits problèmes, en fait, auxquels on n'a pas prêté attention, auxquels on a dédaigné, on a traité comme indifférence, comme on a banalisé. C'est tout ce qui concerne, par exemple, nos petites maladies, nos petits problèmes, nos petits rhumes, nos douleurs, nos maladies chroniques ou aiguës, puis qu'on balaye d'un coup d'anti-inflammatoire, puis on dit non, tout va bien, moi ça va, je suis en équilibre, pas de souci. En fait, c'était des petits clins d'œil du karma qui nous disaient, mais là, il y a peut-être quelque chose à réajuster. Non, nous, ça va, on continue, on est bien. Donc, bon, bah, c'est pas grave, la vie réajuste, puis c'est un peu plus haut, jusqu'à une crise plus forte. Par exemple, même au niveau du corps social, toutes ces petites tentatives de rééquilibrage, elles se manifestent par justement les manifestations dans la rue pour des valeurs ou des relations plus justes dans tel ou tel domaine. Puis qu'on balaye aussi avec condescendance et indifférence en augmentant comme ça de 200 € les gens, mais en disant que ça va bien passer, tout va bien, non, on gère. On ne tient pas compte de cette situation-là. Au niveau pareil climatique, on a toutes les manifestations, les dérèglements, les petits dérèglements, mais qu'on banalise, qui ne sont pas assez forts, qui ne sont pas assez puissants pour nous sortir de notre bulle individualiste et de notre bulle consumériste, de l'équilibre qu'on a créé ensemble en tant que société, mais ça n'a pas assez d'importance, c'est pas assez fort pour nous faire prendre conscience et changer vraiment nos comportements et notre état de conscience par rapport à la planète. Mais justement, c'est là que les crises et les catastrophes ne sont que le fruit de la succession de tout cela. Et si on écoutait, mais plus tard on aura l'habitude à chaque fois de rééquilibrer plus dans le rythme de la vie, on n'aura plus besoin vraiment du karma pour avancer, parce qu'on sera à l'écoute et on sera dans un équilibre dynamique permanent, un réajustement, un rééquilibrage par rapport à ça. Mais n'empêche que ce n'est pas encore le cas et on a besoin encore de ces petits cadeaux-là pour avancer. Alors, je dis ça paraît des fois un peu facile, c'est plus facile quand c'est des petits problèmes. Quand c'est des crises, ça reste difficile pour tout le monde. Une crise, une catastrophe, même si on a conscience un peu de ça, c'est souvent très douloureux. Mais, comme disait Charlie Chaplin, c'est du chaos que naissent les étoiles. Et c'est comme ça qu'il y a un équilibre. Nous, on pourrait dire, c'est des crises que naissent les plus justes relations. Toutes les crises servent à nous amener des plus justes relations. Donc ça, c'est vraiment intéressant de le prendre de cette manière-là. Et je vous invite à ce sujet à lire le livre de Thomas Piketty. Pour une fois, c'est un livre de poche. Parce que d'habitude, c'est des livres qui est une brève histoire de l'égalité et qui nous montre combien notre histoire était jalonnée de révolutions, de crises de tout ordre, et grâce à ces crises, on est arrivé à un niveau d'égalité jamais encore atteint. Il reste encore énormément à faire, et on va sûrement passer encore de nouvelles crises, mais il étudie bien combien, grâce aux crises, ça nous permet de rééquilibrer notre rapport au monde, aux autres, aux femmes, au règne, aux relations en général. Et même les crises sanitaires qu'on a actuellement. Ça aussi, on voit bien combien de cela ça peut renaître un équilibre, combien c'est une proposition, une opportunité de faire un choix vers des valeurs plus justes, même ne serait-ce que par rapport au règne animal. Combien, c'est peut-être temps, et il y en a qui s'interrogent, et disent, mais c'est peut-être pas tout à fait juste comment on traite les animaux. Et d'ailleurs, les maladies et les virus qui peuvent en sortir. Peu importe s'il y en a qui peuvent dire que c'est vrai ou pas vrai, c'est même pas le sujet. L'important, c'est qu'une forme qui nous permette de réfléchir sur ces questions-là. Si ça peut réajuster nos rapports avec le règne végétal et animal, mais c'est ce qui se propose là derrière. Même au niveau du partage des connaissances ou du partage des vaccins, qui sont
momentanément ce que la société, ce que l'humain, dans sa compréhension du monde de la guérison, a trouvé. Plus tard, on guérira à partir d'un autre système, mais pour l'instant, on en est là. Et combien une proposition peut-être de partage vraiment des vaccins, et pas garder juste pour les pays développés. Et on voit bien, j'ai écouté une émission de la directrice d'Amnesty International qui disait, mais c'est intéressant parce que cette histoire de vaccins et de virus, qui elle prône justement le partage des vaccins pour tous les pays en même temps, elle dit, mais le virus nous apprend que personne dans le monde n'est en sécurité si tout le monde n'est pas en sécurité. Se mettre en sécurité, nous, juste les pays riches, avec les vaccins, et puis en disant, ben, quand il y en aura un peu, quand on en donnera aux autres, ou comme ça à petite dose, mais on est en train de parce que le virus ne connaît pas les frontières, on est en train de s'enfermer dans un monde, et on se rend compte que c'est pas ça la juste relation, qu'il va falloir commencer à penser en termes de globalité. Qu'on soit pour ou contre les vaccins, encore une fois, ça c'est qu'une forme, l'âme s'en fout complètement. C'est une forme momentanée dans l'histoire de l'humanité pour apprendre les justes relations. Et regardez ce qui se passe là derrière. Il y a plein d'autres apprentissages à travers cette crise, hein, notamment le rapport, l'équilibre entre le corps social et le corps financier. Ça nous interroge sur est-ce que ça serait peut-être pas temps de considérer aussi le corps social et que l'argent circule correctement aussi à ces niveaux-là. Il y a plein d'enseignements à travers les crises. De chaque crise peut naître de plus justes relations. Bien, donc c'est quand même des... Quand je parlais que le troisième point de la balance, un des troisièmes points de la balance, que je disais qui était par rapport au choix, l'humain pour arriver à des justes relations, justement avec le choix et le juste choix qu'on vient de voir grâce au karma et notamment l'échelle des valeurs. On va y venir. Parce que l'autre question qui se pose, c'est que si il y a un déséquilibre entre les valeurs de l'âme et les valeurs de la personnalité, entre les valeurs d'ensemble et les valeurs donc de... pardon, oui. Si en évolution, pardon, on commence à affirmer un peu plus les valeurs de l'âme, si on fait le choix de cela, grâce à des crises, qu'est-ce qui va se passer des valeurs individuelles ? Qu'est-ce qui va se passer de tout l'ensemble du corps émotionnel, des désirs, des affects, de tout ce qui fait le sel de la vie, de tout ce que nous, en tant que personnalité, tous nos petits plaisirs, nos sentiments, souvent égoïstes ou exclusifs, tout ce qui est la sphère émotionnelle, des désirs, qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Est-ce qu'ils sont complètement supprimés ? Est-ce il n'y en a plus, puisqu'on a fait le choix maintenant de l'âme, des valeurs d'ensemble, tout ça c'est terminé ? Plus de corps émotionnel ? Ben, en fait, ça dépend d'où on se place. Ça dépend à quelle échelle on répond à cette question-là. Si on se place tout en haut de l'échelle de l'évolution, dans un avenir très très lointain, mais certain de l'humanité, on peut répondre oui. C'est-à-dire que quand il y a les valeurs de l'âme qui sont complètement affirmées, il n'y a plus de corps émotionnel. Oups. Une des enseignements de la croix cardinale. Mais pourquoi, qu'est-ce qui reste du coup s'il n'y a plus de corps émotionnel ? En fait, on dit qu'il reste qu'un corps sensible qui sera le total reflet de la sensibilité de l'âme, de l'amour fondamental. Il n'y aura plus que ça, fondamentalement. Et c'est intéressant parce qu'à ce niveau-là, et ce que certains maîtres de sagesse déjà, que tous les maîtres de sagesse déjà expérimentent, eh bien, il y a tellement une identification avec l'âme, donc le poids de l'âme pèse vraiment complètement, ils sont complètement identifiés à ça, donc à l'ensemble, à l'unité, ils travaillent pleinement et activement au plan d'amour partout sur la Terre, et tout leur temps, l'argent, l'énergie est consacré à ça, et c'est une vraie joie fondamentale. Le plaisir est complètement remplacé par la joie du travail actif au sein de l'ensemble, pour l'ensemble. Et du coup, il n'y a plus aucune place, mais joyeusement, pour le corps émotionnel. De toute façon, tous les désirs personnels sont simplement perçus comme une perte de temps dans la loi d'économie de laquelle ils vivent intérieurement complètement. Mais ça, pas de panique. C'est pas
c'est pas pour maintenant. Alors, je ne sais pas si je devrais dire pas de panique ou trêve de réjouissance, mais en tout cas, c'est pas pour nous actuellement, on n'en est pas là du tout. Donc, quid de ces valeurs individuelles, des désirs qui, pour nous, fait encore le sel de la vie? Eh bien, pour répondre à cette question, il ne faut pas oublier que la loi d'économie, elle cherche le juste équilibre. Et là, le juste équilibre, c'est l'équilibre entre quoi et quoi? Entre ce qui doit être, les valeurs de l'âme, et ce qui peut être, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut exprimer, et puis ce qui doit être. Et là, il y a un juste équilibre à trouver. C'est vrai que certains d'entre nous prennent la balance plus pour une catapulte. Oui, c'est vrai qu'elle a un peu le même forme, on a l'impression que c'est un petit peu une catapulte. C'est-à-dire que on pense que si on affirme les valeurs de l'âme, si on affirme bien les valeurs de l'âme, et ben les valeurs individuelles, pouf, les désirs vont être complètement catapultés. Donc si elles vont complètement partir comme ça, donc voilà, moi si je suis dans la spiritualité, tout ça, plus de désirs, plus d'affect, plus voilà, tous les petits trucs de sentiments personnels. Non, non, moi maintenant je suis dans la spiritualité, je suis dans les valeurs d'ensemble. Voilà, très radical. Côté, on catapulte complètement le corps émotionnel. On dit, voilà, côté vraiment très idéaliste par rapport à ça. Mais on a oublié, c'est qu'il y avait un élastique, et catapulté, mais elles reviennent encore plus fort. Et qu'est-ce qui se passe? Pouf! Ben là, c'est les valeurs de l'âme qui sont catapultées. Ça revient aussi sec, voire beaucoup plus fort, tous les désirs. Et du coup, à un moment donné, oh ben non, là, j'en peux plus, la spiritualité, l'ensemble, il y en a marre, tout ça. Oh, bon, se lâcher, un peu partir en vacances, faire ces trucs, ces projets. Oh non, c'est ça le top, en fait. Ça. Et en fait, on oscille, on dit que justement, sur tout le temps de l'aspirant, tout un temps, il oscille comme ça, constamment, entre ces hauts, les valeurs de l'âme, puis après ça, les valeurs individuelles, et puis ça aussi des grands hauts, des grands bas. Des fois, le signe de la balance, on peut osciller comme ça. Mais du coup, c'est des déséquilibres constants, alors qu'on devrait chercher la loi d'économie, cherche à nous faire comprendre qu'il y a un équilibre beaucoup plus subtil à trouver entre les deux. Il ne s'agit pas de catapulter tout ça, il s'agit de ne pas faire comme les régimes, on va dire, éclairs, où on arrête tout d'un coup de manger des trucs et puis après ça revient aussi sec. J'ai pu prendre enseignement sur les cures un peu de désintoxication, où progressivement, étape par étape, petit à petit, pas à pas, les choses se transforment. Et même si des fois il y a des petits reculs, mais on avance. Donc il y a un équilibre beaucoup plus sain, beaucoup plus ajusté. Et justement, ça nous parle de cette loi des priorités qui fait qu'il va falloir, j'allais dire, apprendre à prioriser, c'est-à-dire pas en enlever un ou l'autre, il va falloir prioriser les valeurs. Un peu comme si vous aviez une maison une nouvelle maison, alors vide encore, hein, vous avez un peu d'argent, mais il vous reste de l'argent pour aménager votre maison. Et puis, imaginons que vous laissez vos désirs, justement, vos valeurs personnelles, vos désirs personnels, vous dicter ce que vous avez envie d'acheter. Puis là, vous vous dites, oh non, moi, la déco, il me faut une bonne déco, puis j'adore les tableaux de maître, je vais m'acheter plein de tableaux. Oh, tu dépenses plein, puis ça coûte un peu cher, mais c'est pas grave, j'aime ça. Et puis en plus, puis le vin, il faut une bonne cave et tout ça, tu mets bien d'argent pour faire ta cave et tout ça, tu achètes des bonnes bouteilles, voilà, puis un sauna, moi je viens du Nord, il me faut quand même mon petit sauna et mon petit jacuzzi, parce que vraiment j'ai l'habitude. Voilà, bon. Puis bon, on va maintenant mettre aussi de la cuisine quand même, la cuisine, mais il reste plus grand chose, et la salle à manger, et les chambres pour les enfants. Eh ben, c'est-à-dire que on a fait passer les priorités des corps émotionnels avant les priorités de l'ensemble. Et là, ça pose problème. Par contre, alors les priorités, il nous dit, c'est l'inverse. Il faut mettre en priorité les choses les plus importantes, les plus utiles. Qu'est-ce qui est le plus important? Et si on commence par la salle de bain, les chambres, pour les enfants, pour tout le monde, bah, il reste après de l'argent ou du temps ou pour le reste petit à petit. Il y aura toujours une petite place pour cela. Des fois même, la vie est bien faite parce que ça peut être des amis qui nous apportent des bouteilles, qui remplissent la cave, et puis ainsi de suite. Ça se fait dans un ordre plus ajusté.
Et là, les relations sont beaucoup plus justes, du coup, avec sa famille et avec les autres. Et bien c'est pareil, cette loi de priorité, avec les valeurs de l'âme, c'est exactement la même chose. On va devoir apprendre à prioriser et à mettre d'abord les valeurs de l'âme dans sa vie, les valeurs de fraternité, et peut-être même dans notre journée, dans notre vie et dans notre journée, qu'est-ce qu'on met au départ comme valeur. Regardez, si vous commencez votre journée en vous disant oh ben, oh, j'ai telle personne à aller voir, puis j'ai ça à faire, oh, mais je vais faire un petit peu de jardin, puis un peu mon sport, et puis un petit peu des trucs personnels, bon, pourquoi pas, qui sont utiles quand même et nécessaires à ces camps, mais finalement, tu arrives à la fin de la journée, ça remplit ta journée, et tu as médité un petit peu aujourd'hui, ah bah non, j'ai pas eu le temps. Et donc j'ai rempli ma vie avec tous les désirs et les appels du corps émotionnel. Puis le lendemain passe, tiens, je vais méditer, puis tu te lèves, oh, ben, coup de téléphone, ah, et toi aussi, ah, puis tu parles, c'était bien, t'es là, puis, ah, et voilà, c'est quoi les priorités? Si par contre, dès le matin, on met la priorité de commencer à méditer, parce que c'est ça qui est important par rapport à l'ensemble, d'apprendre à orienter son mental, à penser collectivement, à réfléchir aux valeurs, ah, ok, et puis les choses comme ça s'imprègnent aussi dans ta journée, et puis ta relation avec les gens aussi change. Et il y a de la place pour le reste, pour les relations, pour tes désirs. Et puis, ça se passe comme ça. Mais dans la vie, c'est la même chose. On peut se réveiller à 60, 70 ans et dire, mais j'ai fait quoi de ma vie? Ça a été quoi finalement mes valeurs? Qu'est-ce que j'ai fait? Dans le sens où, quelles ont été mes priorités? Souvent, il y a plein de gens, on leur dit, mais, ouais, ils me disent, ah ouais, ça m'intéresse, les groupes vont plus commencer à s'ouvrir, justement alimenter, à nourrir ces valeurs d'ensemble et tout ça. Je reprendrai bien, moi, les ateliers, tout ça. Mais oh, j'ai pas le temps, puis mon entreprise, et puis j'ai ci, puis j'ai ça. Mais quand je serai à la retraite, mais à la retraite, c'est encore pire. Il y a eu une telle addiction, et puis de toute la vie des corps émotionnels, que ces petites priorités prennent le dessus. Et puis ça brasse dans tous les sens. Là, la balance, elle n'est pas prise pour une catapulte, elle est prise pour un ventilateur. Et là, ça ne s'arrête plus. Et il y a encore moins de temps à la retraite que pour s'occuper des choses essentielles que des fois avant. Donc c'est dès maintenant, et la balance, dans ce mois de balance, nous invite comme ça et c'est une opportunité pour le coup à refaire, à se poser, à réfléchir sur les valeurs qu'on décide de mettre dans sa vie en priorité. C'est un moment, c'est souvent un tournant dans le mois de balance où on peut, si on veut, les énergies, j'allais dire globales, nous aident à faire les choix qui vont dans le sens de l'évolution. Donc c'est intéressant si on se pose, si on prend le temps de cela, de commencer à réorganiser sa vie à partir de là. Mais ce ne sera pas pour autant qu'il y aura toujours de la place, comme on disait, pour nos corps émotionnels qui ont encore besoin, qui réclament encore leur dû, auxquels on est... qui sont naturels. Et d'ailleurs, j'aime bien le côté échelle de valeur, parce que qui dit échelle dit barreau, des barreaux pour monter. Et ben, voilà, le corps émotionnel, si on met les barreaux en haut des valeurs de l'âme, et puis en bas plutôt des valeurs individuelles, mais c'est dans une échelle prioritaire. Mais pour monter vers le haut, vers le ciel, ben, il y a besoin des barreaux aussi du bas. Donc ils sont absolument nécessaires, même si après, à terme, on les perd de vue, et un jour ils se perdront tout doucement de vue, mais pour l'instant ils nous permettent de monter. C'est vraiment comprendre que la loi d'économie, elle nous propose d'avancer vraiment à petits pas. Et que c'est Alice Bailey qui disait d'ailleurs le juste compromis, c'est une sorte de compromis spirituel. Elle disait le compromis spirituel, c'est vraiment c'est comprendre que aller vers le ciel, tendre vers le ciel, se fait par petits pas et non pas d'un bond. Donc c'est vraiment ça le bon compromis. À ne pas confondre avec, une petite parenthèse, avec la compromission. Compromission où on perd ses principes. Là, c'est le mauvais compromis. C'est comme les diplomates. Les diplomates, eux, doivent chercher le bon compromis. C'est-à-dire tenir quand même les valeurs de l'âme, mais sans tout balancer de côté en disant oh ben non, je ne peux pas discuter avec des pays qui sont totalitaires, ou avec... ils tiennent leurs principes, il y a la valeur de l'âme, mais ce n'est pas une catapulte où les autres n'existent plus. Il maintient toujours un fil, c'est-à-dire qu'il cède sur les choses qui ne sont pas essentielles, mais ils maintiennent ce contact pour que justement, un jour ou l'autre, c'est comme si ça créait des fils
pour qu'un jour ou l'autre, les qualités d'âme puissent quand même passer. Si on fait la catapulte, ah ben là, il n'y a plus aucun contact, il n'y a plus le juste compromis, et on se désolidarise de la loi d'amour et la loi de groupe par rapport à ça. Bien. Il y a... Je parlais donc justement, ça nous parle là justement du troisième point, hein, donc le choix et les échelles de valeur que l'humanité doit, s'il veut commencer à avoir des justes relations dans le monde, ben, il faut qu'il mette des échelles de valeur pour qu'il y ait ce rééquilibrage. Et cette échelle de valeur, elle peut se comprendre aussi à un niveau, une octave supérieure, encore plus subtil, très très intéressante, un travail qui peut se faire du coup en parallèle dans ce mois de balance, qui est en rapport avec une phrase qu'on avait évoquée en Capricorne, en disant « l'énergie suit la pensée ». Et c'est une phrase que beaucoup de gens connaissent, et puis on l'avait complétée en disant « ok, l'énergie suit la pensée », donc il y a la pensée, puis après l'énergie, puisque l'une suit l'autre, mais d'abord la forme suit l'énergie suit la pensée, et la pensée suit la conscience. Je vais le noter. Je vais dessiner une échelle avec 4 barreaux. Donc, avec en bas les formes. Le deuxième barreau étant l'énergie. Donc, les formes suivent l'énergie. Avec l'énergie, c'est tout ce qui est énergie, le corps énergétique, le corps éthérique. Je renvoie à d'autres conférences, hein, Tout est énergie en 2017 ou 2018. Et donc, c'est l'énergie qui donne la vie, qui donne l'énergie aux formes pour qu'elles puissent exister. Donc, les formes suivent l'énergie. L'énergie suit la pensée. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît déjà mieux. C'est-à-dire qu'en fonction de ce qu'on pense, les énergies sont mises en mouvement. Et les pensées suivent la conscience. C'est-à-dire qu'on a les pensées qui correspondent à notre état de conscience. Si on a une conscience individuelle, on a des pensées individuelles. Si on a une conscience d'ensemble, on a des pensées d'ensemble. Nous, on va mettre quand même conscience, là, pour nous, dans notre échelle, conscience, justement, d'ensemble. Et là, c'est vraiment intéressant, parce que ça fait une échelle de valeur. C'est-à-dire que si on commence notre vie par les formes, eh bien les formes remplissent complètement notre vie et il n'y a plus de place pour la conscience d'ensemble. C'est pour ça que je disais, c'est important de partir de la conscience. Et notamment la conscience, parce que je fais une flèche comme ça qui descend, c'est le sens de la loi d'économie. L'âme crée à partir de la conscience, l'âme est conscience pure, et elle crée les formes dans ce sens-là. C'est d'abord une conscience qui crée des formes. C'est le sens des priorités de la créativité. C'est la clé, en fait, cette échelle de valeur-là, d'une créativité vraiment ajustée, vraiment intelligente, fondamentalement intelligente. Je vous ramène la loi d'économie qui était en rapport avec l'intelligence créatrice globale. Donc, cette échelle de valeur de partir bien de la conscience, qui a une action sur les pensées, l'énergie et les formes, sont la clé pour une créativité de juste relation. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut mettre le signe de la balance sur cette échelle à cheval sur le troisième barreau, au niveau de la pensée. Et qui va délimiter, en fait, l'échelle en deux, avec une partie en bas, avec le monde des formes et des énergies, qu'on appelle le monde des trois formes. Le monde des trois formes, physique, émotionnelle et mentale. Physique, émotionnelle et mentale, qui correspondent à l'argent, le sexe et la loi. On pourrait mettre forme avec argent, sexe et loi. Ou physique, émotionnelle et mentale. Et c'est ce que parfois, d'ailleurs, on appelle ici la salle du chaos. Chaos parce que, comme on disait, c'est le désordre
au niveau de ce qu'on a vu tout à l'heure, le diagnostic, là, au niveau de sexualité, loi et tout ça. Donc, les formes qui ne sont pas très bien adaptées. Et en fait, en haut, ça délimite aussi donc, la salle du bas, et la salle du haut, on appelle la salle de la beauté. En fait, c'est comme si le signe de la balance, en fait, était à cheval, en équilibre, encore une fois, une question d'équilibre, entre la salle du chaos et la salle de la beauté, où règne le silence, le monde de l'âme, la conscience d'ensemble, et les lois en relation avec le bélier. Donc, les lois, le plan. La salle de la beauté, de l'harmonie, donc des lois d'amour, bien sûr, d'économie. Et ce qui est intéressant, c'est que, en fait, on dit que la balance, elle doit choisir, en fait, un chemin, c'est le choix. Et dans notre créativité par rapport au monde, par rapport aux problèmes de la société, par rapport à la salle du chaos, eh bien, soit on peut prendre ce qu'on appelle le chemin de la main gauche, qui pourrait être symbolisé par le trait du bas, le premier sentier, qui est, on en avait parlé en Capricorne, c'est quand on agit directement sur les formes. Je parle de créativité intelligente, quand on veut changer le monde des formes, mais directement en agissant dessus. Directement en voulant réformer, en voulant faire des petits arrangements, ce qu'on disait, à vouloir arranger telle partie quand ça ne va pas, utiliser toute l'énergie possible, et voire même les pensées aussi inférieures, concrètes, pour réharmoniser avec ses intentions personnelles le monde des mauvaises relations. Mais ça ne fonctionne pas. On dit que ça amène encore beaucoup plus de chaos. C'est pour ça qu'on dit que c'est le chemin de la magie, de sentier de la main gauche. Et il y a un autre sentier qu'on appelle le sentier de la main droite qui mène à la magie blanche, puisqu'on dit que le signe de la balance, c'est le signe des magiciens blancs, la magie blanche, qui lui, justement, prend le temps, il est à ce niveau-là, mais prend le temps du silence, prend le temps de remonter, on voit bien avec la remontée qu'il y a dans ce chemin, cet intermède, ce temps de silence entre deux activités, pour rejoindre l'âme, pour rejoindre la conscience d'ensemble, pour rejoindre la beauté qui règne dans cette conscience d'unité dont on a parlé tout à l'heure dans la loi d'économie, dans ces justes rapports, en rapport avec le plan, avec le plan d'ensemble, et de se vivre comme une unité, comme un. Et à partir de là, de commencer de penser en tant qu'ensemble, pour l'ensemble. Et c'est là qu'il y a une juste créativité qui peut naître. Et les justes relations peuvent commencer à émerger. C'est-à-dire que si, comme on disait tout à l'heure, c'est à partir d'un vécu d'ensemble qu'on peut avoir comme ça des pensées qui sont plus justes pour l'ensemble des parties. Et ça va donner l'énergie nécessaire aux nouvelles formes et au niveau relationnel, au niveau des formes relationnelles, ça va donner des relations beaucoup plus justes. Donc c'est un équilibre entre le haut et le bas, un équilibre entre, c'est pas perdre de vue les problèmes, mais c'est de trouver les solutions à partir du monde de l'âme, à partir du monde de la conscience d'ensemble. Donc c'est la clé, cette échelle des valeurs pour une créativité vraiment de juste relation. Mais voilà donc le travail qui peut être fait ce mois-ci, justement, c'est en balance, c'est de remonter un peu comme on l'a fait justement dans le bélier, puisque les deux travaillent en synergie, et de rejoindre les valeurs de l'âme, et à partir de là, à partir de la conscience d'ensemble, commencer à réfléchir sur, en tout cas, laisser naître en nous et réfléchir sur l'avenir, pour le coup, de l'humanité, qui concerne peut-être les lois, le sexe et l'argent. Quelques petites pistes de réflexion, pour ne pas faire trop long, mais au niveau des lois, c'est intéressant de voir comment ça peut évoluer, comment ça va évoluer, quelle est la proposition derrière, de voir la différence avec les lois, la justice actuellement. C'est vrai que les lois actuellement, c'est vraiment des règles des hommes pour les hommes. Et c'est intéressant, c'est pour pouvoir vivre ensemble, à peu près en société correctement. Elles sont encore hyper utiles
pour des gens, par exemple, en conscience de masse, ben, elle les protège, elle leur permet de ne pas se faire manger par ceux qui sont en conscience individuelle. Par exemple, la loi de protection des mineurs ou la loi de protection de... c'est très intéressant et c'est important. Heureusement aussi pour les gens en conscience individuelle qu'il y a ces lois-là. Sinon, c'est une sorte de garde-fou pour pas que ça soit juste leur propre loi, j'en fais qu'à ma tête, et qu'on puisse vivre ensemble, sinon ça serait un foutoir pas possible. Mais c'est vrai qu'en conscience d'ensemble, ça sera complètement autre chose, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus besoin de ces lois extérieures. Ça sera vraiment de plus en plus les lois de l'ensemble, les lois divines, les lois d'amour, les lois d'économie, qui seront vécues de plus en plus intérieurement. En conscience d'ensemble, nous sommes ces lois. En tant qu'âme, nous sommes complètement amour, nous sommes loi de groupe. Et à partir de là, on dit que la balance devient son propre législateur. C'est-à-dire que ces lois deviennent intérieures. Et il n'y a plus besoin qu'on nous dise qu'il ne faut pas tuer quelqu'un, qu'il ne faut pas voler, qu'il ne faut pas... pour ne pas le faire, puisque intérieurement, et c'est déjà en cours en nous, on sent que c'est intrinsèquement contre notre nature, de notre être profond. Donc on ne le fait pas. Il y en a qui ont encore besoin de ça, qui ont besoin de l'extérieur et de ne pas le faire parce que par la peur d'aller en prison, ou par la peur, parce qu'ils ont déjà été en prison, de ne pas y retourner une deuxième fois parce qu'ils ont une famille. Mais il y a des choses comme ça qui s'intègrent, et plus on va s'intégrer nous-mêmes aux lois de l'âme, plus on sera le propre législateur, et il y aura de moins en moins, et à terme, il n'y aura plus besoin de lois extérieures comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que la justice, qui est l'autre organe, qui est l'organe plus, exécutif des lois, eh ben, n'aura plus le rôle qu'il a actuellement, qui est complètement souvent très pénal et répressif pour les gens qui ont mal fait telle ou telle chose, et qui utilisent tout leur temps à cela. La justice, on pourrait dire que dans le temps de transition, elle serait de l'ordre de l'éducation. Elle serait de l'ordre d'apprendre aux jeunes âmes qui arrivent à rejoindre en eux, à sentir que ces lois de groupe sont en eux-mêmes, qui sont dans leur cœur propre. Donc ça, c'est intéressant, c'est l'avenir, et du coup, c'est intéressant de nous-mêmes, du coup, de pouvoir se poser la question où on en est par rapport aux lois. Est-ce qu'on fait les choses, même les lois de l'âme, parce que on les voit extérieur parce que comme ça on est un bon disciple, ou parce que on s'achète une place au paradis, ou parce que c'est bon, X raison un peu extérieure, ou est-ce qu'au contraire on réagit un peu en conscience individuelle, ou surtout pas, on ne veut pas aller là-dedans parce que ça me prive de mes petites libertés. Ce qui est l'occasion justement de sous-peser, reposer et se poser la question de dire mais est-ce que ça ne serait pas juste que je les approche par vraiment à l'intérieur et de sentir combien elles sont intrinsèquement notre nature propre. À partir de là, on participe aussi à l'avènement d'une nouvelle loi. Pareil pour au niveau sexualité. Au niveau sexualité, on voit bien, la sexualité c'est l'union de deux opposés, on va dire mâle et femelle. On va dire c'est le reflet qu'on appelle de la loi des polarités, ou la loi d'amour, ou même la loi d'attraction, l'attraction des polarités. Et tant que, en fait, cette polarité entre l'âme et la personnalité, entre l'esprit et la matière, mais surtout entre l'âme et la personnalité, ne sera pas résolue en nous, eh bien, il y aura toujours des problèmes, on va dire, de polarité, d'injustes relations et de sexualité malsaine. En fait, c'est que l'expression de notre non-coopération entre l'âme et la personnalité. Le jour où il y aura vraiment une coopération, une union, un vrai travail commun entre l'âme en nous, ses valeurs d'ensemble et notre personnalité, les formes, là, il va y avoir une juste circulation d'énergie, un juste échange où la personnalité aura son rôle, elle apprendra à se donner, à coopérer, l'âme indiquera le plan, amènera ses qualités d'amour, et de là naîtra quelque chose d'évolutif et une juste relation. La sexualité sera le découlement de cela. Et même, ce que je dis, ça amène, la sexualité fondamentalement, elle est faite pour accueillir, et on oublie cette beauté de là, c'est comme si la sexualité fait pour accueillir une nouvelle vie, faire naître quelque chose. En fait, la fusion des polarités fait toujours naître une nouvelle créativité.
C'est-à-dire quand l'âme et la personnalité s'unissent en nous, eh ben, il y a une créativité nouvelle, justement plus grande que soi, plus grande que l'une ou l'autre, qui fait, en tout cas, pour quelque chose de plus grand. Ça résout complètement la notion des problèmes de couple. Ou pourquoi on se met, mais pourquoi on est en couple? Pourquoi on se met ensemble? Quel est le sens même du couple? Parce que quand je parle de sexualité, c'est physique, émotionnel, mental ou d'âme. Mais c'est qu'il y a une union qui cherche à se faire, il y a une juste relation, une coopération aussi pour créer quelque chose de plus grand. Plus le couple aura un sens de s'unir, et les couples de s'unir, mais ça soit aussi entre pays, c'est des couples pour quelque chose de plus grand, plus la relation sera ajustée. Et on verra moins tous les désespoirs, tous les problèmes comme ça qu'il y a au niveau des relations et des couples qui des fois n'ont plus de sens. Bon, voilà des pistes de réflexion, et très rapidement, mais c'est pareil, et c'est vraiment la suite par rapport à l'argent. L'argent, on dit que c'est vraiment que la concrétisation du corps éthérique. Encore pareil, hein, une forme, l'argent, est la manifestation d'une énergie, mais là c'est vraiment le juste rapport entre... On dit que l'argent c'est de l'énergie qui s'est vraiment condensée. Et en valeur, en conscience d'ensemble, en fait, l'énergie, c'est aussi l'argent, mais l'énergie, en fait, on perçoit qu'elle est partout. L'énergie dans cette histoire collective, dans cette maisonnée commune, elle circule de partout et pour tous. Exactement comme dans le corps, le sang circule équitablement dans tous les organes. Et il n'y a aucune stase, il n'y a aucune retenue, il n'y a aucune congestion, il n'y a pas des endroits où il n'y en a pas, des endroits où il y en a trop. Pareil, l'énergie, elle est partout. Plus on rejoindra nous-mêmes cet état de conscience de libre circulation de l'énergie, l'argent circulera aussi librement de partout, sans retenue, parce qu'on sentira qu'il n'y a plus besoin de retenir pour soi, puisque, qu'on disait, personne n'est en sécurité si tout le monde n'est pas en sécurité. C'est-à-dire que ça profite, qui circule, ça profite à tous, puisque les autres sont nous-mêmes, sont l'ensemble, dans la conscience d'ensemble. Donc il n'y a aucune raison de retenir pour une partie. C'est intéressant de... Alors des fois on est OK au niveau de l'idée comme ça, mais de prendre le temps de se replonger vraiment là-dedans. Il n'y a que si on change cet état de conscience collectivement, et qu'il soit plus grand qu'une seule juste idée, mais que vraiment on se rende compte que, oh, mais ouais, même par petits moments, et ça participe ensemble à une forme de pensée collective, mais c'est évident. Et là, progressivement, les choses en nous se libéreront, et notre rapport à l'argent, alors pas tout d'un coup, encore une fois, des petits pas progressifs, mais ben, se changera et se transformera complètement. Mais ça peut se réaliser pleinement à ce niveau-là. Et c'est si ensemble, collectivement, on réalise justement l'état de conscience nécessaire aux nouvelles relations plus justes, qu'elles pourront advenir. C'est comme ça que les pensées, justement, de l'humanité se chargent de vitalité de cet état de conscience et donneront naissance à des nouvelles formes. Pour conclure par rapport à Balance, on pourrait dire qu'en fait, elle nous dit que pour que ce plan d'amour s'incarne de haut en bas, qui est le titre de ce soir, jusqu'en bas, eh bien, il s'agit de choisir la ligne qui conduit entre les deux lignes de force. C'est la parole clé de la Balance. Je choisis la voie qui conduit entre les deux lignes de force. Donc pour que le plan d'amour descende de haut en bas, eh bien, il faut choisir la voie qui conduit entre les deux lignes de force, c'est-à-dire la voie du juste équilibre, la voie du juste milieu, dont parlait aussi le Bouddha, la noble voie du milieu et la loi des justes rapports, qu'on a essayé d'éclaircir un peu ce soir ensemble. Et voilà un peu l'enseignement de la Balance, qui trouvera d'ailleurs son écho dans le cycle de conférences de l'année prochaine, donc avec les signes de fin de saison, qui parlent beaucoup de dualité et de résolution, notamment de la dualité, donc qu'on vous invite à suivre avec nous l'année prochaine. Et bien on va faire une petite méditation quand même pour intégrer cette histoire.